à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau club notarial de l'immobilier. Vous êtes nombreux et je suis ravi de constater que ce nouveau format continue de vous mobiliser. Je serai ce matin en compagnie de deux grands témoins spécialistes de segments de marché immobilier très différents, mais qui ont été très résilients et ont joué un rôle moteur pour accompagner les ménages et les entreprises dans un contexte de crise sanitaire. Thierry Delsal, notaire à Paris et président de la commission de conjoncture, vous présentera l'ensemble de nos statistiques du logement ancien et les indices produits en partenariat avec l'INSEE, présentés ce matin à la presse. Conférence après conférence, nous vous confirmons que le logement a été, reste, et nous en sommes convaincus, restera au cœur des préoccupations des Français et des Franciliens. La crise sanitaire et ses confinements, le télétravail, imposé ou choisi, ont été des facteurs qui ont révélé, s'il en était besoin, l'importance du logement dans la vie quotidienne des Franciliens. Le marché du logement a donc bien résisté à la crise sanitaire. Le deuxième trimestre confirme de nouveau cette tendance avec un primat donné à la maison individuelle et un regain d'attractivité des villes de petites et surtout de grandes couronnes. Alors même que nous vivions encore le troisième confinement, en avril, les volumes des ventes du deuxième trimestre ont été presque aussi élevés que lors de l'exceptionnel deuxième trimestre 2019. Les perspectives de la rentrée sont encore bonnes et nous espérons donc que l'année 2021 continuera sur cette tendance, contribuant ainsi positivement au retour de la croissance de notre économie. Pour la deuxième partie de notre club, nous allons vous parler pour la première fois d'immobilier logistique. Nous aurons le plaisir d'accueillir Jonathan Seban, directeur général de Sogaris, qui nous dressera un panorama des enjeux et des tendances du marché de l'immobilier logistique, qui s'est développé à grande vitesse avec la montée en puissance de l'e-économie, l'e-commerce, et dont le rôle crucial a été renforcé par la crise que nous venons de traverser. C'est donc un marché stratégique pour le développement économique de la métropole et à fort impact sur l'aménagement territorial. Ingénieur des ponts et chaussées, vous avez débuté votre carrière dans l'administration au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avant de devenir conseiller puis directeur de cabinet de Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France. Vous êtes devenu il y a 5 ans directeur général de Sogaris, une société foncière à capitaux publics qui intervient essentiellement sur l'immobilier logistique dans le périmètre du Grand Paris. Votre structure s'est fixée comme objectif ambitieux de répondre à la croissance des besoins logistiques des acteurs économiques, tant en secteur urbain qu'en zone moins dense, tout en promouvant une logistique urbaine moins polluante et moins consommatrice d'espace. Bref, plus durable. Vous nous expliquerez, je l'espère, comment vous réussissez à concilier ces deux objectifs dans un contexte francilien complexe et sur un marché très tendu. Vous nous direz si ce marché est bien le nouvel Eldorado que certains commentateurs décrivent parfois. Mais tout d'abord, je vous propose de faire un point complet sur notre marché francilien du logement avec Thierry Delsal. Thierry, je te laisse la parole. Merci. Alors, bis repetita, comme tu le disais, puisqu'on vient de terminer la conférence de presse, je sais que souvent dans le club notarial de l'immobilier, il y a souvent des journalistes qui n'ont pas eu le temps de venir à la première et qui sont en séance de rattrapage. Alors, avant de commencer sur l'Île-de-France, j'avais envie de vous parler de la France, parce qu'en fait, c'est vraiment là que ça se passe. En ce moment, le marché du logement en France explose. Nous avons enregistré sur un an 1 150 000 transactions. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui suivent les chiffres, vous savez qu'on était dans les 6 à 800 000 il y a 5-6 ans. On a atteint en 2019, année record, 1 070 000 sur toute la France. En 2020, on pouvait s'attendre à une chute à 950, mais non, on a réussi à faire 1 020 000. Et bien là, 1 150 000 transactions, c'est du jamais vu. Sachant que comme en Île-de-France, on va le voir, il y a encore une pause à Paris des transactions. On est à 160 000. Donc ça fait quasiment 1 million de transactions pour le reste du pays. Et quand on interroge les confrères en province, je peux vous assurer que ça ne chôme pas. Et donc c'est merveilleux, cette explosion traduit une fluidité du marché
il y a... Alors c'est vrai, quand on interroge un peu les agences en province, ils vous disent on n'a plus rien à vendre. Mais en fait, le stock a disparu, mais pour autant, il y a une fluidité comme jamais il y a eu. Et cette fluidité, elle entretient la fluidité, c'est bien connu, puisque quand vous avez envie de changer de logement, parce que ce n'est pas de l'investisseur, ça, c'est vraiment du logement, utilisateur, vous cherchez d'abord, et puis c'est le grand confort, c'est de chercher d'abord et de vendre après. Mais vous avez toujours une réticence parce que vous vous dites, ah, en ce moment, en province, j'ai du mal à vendre. Donc je vais devoir faire un prêt relais, ça va me coûter, j'y vais pas. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les gens savent qu'ils peuvent vendre facilement, donc ils y vont. Ils font par confort un crédit relais, mais ils vendent ensuite facilement leurs biens en province. Et en plus avec une augmentation des prix. Donc vraiment, c'est en tout cas un phénomène national qui, on va le voir, a tendance à se produire également en petite et grande couronne, mais pas à Paris. Donc pour ceux qui n'ont pas eu les chiffres, les prix en France entière ont augmenté sur un an de 5,9%. Avec cette particularité, là c'est national, Île-de-France ou province, peu importe, les maisons montent plus vite que les appartements, ce qui n'était pas du tout le cas avant, puisque les appartements augmentent sur la France entière de 4,6%, alors que les maisons augmentent de 6,9%. Alors on n'est pas encore dans les 9,5%, ça c'est des chiffres du T2. Et alors j'ai un chiffre sur le T1 annuel, une augmentation de 9,5%, c'est une moyenne des principaux pays de l'OCDE. Donc pour vous dire que ce n'est pas du tout un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Aujourd'hui, toutes ces pandémies, couvre-feu, font que le logement est devenu la priorité des priorités partout dans le monde. Il y a des pays qui augmentent, puisque la moyenne est de 9,5%. Nous, on est, vous voyez, à 5,9 à 6%. Ça veut dire qu'il y a des pays qui sont à 12, 13, 15% d'augmentation. Ça chauffe un peu partout autour de la planète dans le logement. Voilà. Alors, revenons à l'Île-de-France. Là, vous avez deux marchés très différents. Vous avez Paris, vous avez peu de volume, mais des prix stables. Alors, on peut dire que ça baisse, mais pour les statisticiens, entre moins 1 et plus 1, on dit que les prix sont stables. Parce que c'est souvent quand même un petit peu à la marge. On a vu un retour, pas énorme, mais un retour d'investisseurs sur Paris. C'est vrai que quand on leur demande mais pourquoi vous investissez à Paris et pas en banlieue, parce que quand on voit le rendement, bonjour, on me dit mais parce que voilà, on a confiance dans la pierre parisienne, on sait que ça s'écroulera jamais, et donc on est dans la pierre coffre-fort, pour dire court. C'est pas le grand tsunami qu'il y a eu dans les années 2011 ou 2012, vous aviez un flux énorme d'investisseurs en pierre refuge qui avait entraîné des augmentations de 20% par an de prix, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, on n'est pas du tout là-dedans, mais comme il y a un petit désamour, on va dire, de la pierre parisienne en ce moment pour se loger, elle est aujourd'hui compensée par ces quelques investisseurs qui croient à la pierre parisienne, et à mon avis, ils ont raison. Alors, ça c'est Paris, et la petite et grande couronne, qui elles sont très dynamiques, avec des volumes importants, surtout en grande couronne, parce que plus on s'écarte, plus on ressemble au reste du pays, avec des prix qui augmentent essentiellement, avec des utilisateurs en fait. Donc qui eux, ils ne sont pas du tout dans la pierre refuge comme à Paris, ils sont dans la pierre qualité de vie. Alors, voyons d'abord les volumes sur les 6 premiers mois. Je ne sais pas si les slides passent, je n'ai pas l'impression. Donc les volumes sur les 6 premiers mois qu'on vous a montré avec des barres 2019, 2020, 2021. Donc je vous invite surtout à comparer avec 19 parce que forcément le premier semestre 2020, on sait ce qu'il était, avec vraiment là, un confinement dur où il ne s'est rien passé pendant presque 3 mois. Donc ça ne serait pas cohérent de comparer 21 à 20, en tout cas pour le premier semestre. Par contre, par rapport à 2019, c'est assez pertinent. 2019 était une année exceptionnelle, comme tu le disais, le T2, on n'avait jamais vu ça en 2019. Eh bien, quand on compare avec 2019, on est juste à moins 2%. Donc on est quasi, même en Île-de-France, dans le dynamisme de 2019. Et ça se voit d'ailleurs quand on compare aux 10 dernières années, on est quand même à plus 13% de volume de transactions. Donc 2021, on s'attend à un bon cru, surtout que là, ça rebouge beaucoup
depuis, pas longtemps, mais ça fait depuis 15 jours, 3 semaines, depuis que les gens rentrent de vacances, alors qu'au mois de juin, juillet, surtout à Paris, ça ne bougeait pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de visites. Là, ça y est, on nous demande tout de suite, le 9 septembre, qu'est-ce qui va se passer? Pour une fois, on est assez confortable, mais on peut dire que ça a bien repris. Alors que d'habitude, au bout de 15 jours, on se dit, non, on ne sait pas trop vous dire. Là, ça a bien repris. Et les agences vous le confirmeront, ça sonne et ça visite. Et il y a déjà des compromis. Alors, voyons la slide sur les volumes et les prix en Ile-de-France, tous logements confondus. Donc vous voyez que la hausse des prix ralentit, alors que le marché est quand même assez actif, puisqu'il n'est pas encore... On arrive à 171 000 transactions. Le record, c'est en 2019, on est à 180 000. Mais si, comme je vous le disais, ça repart bien là en ce moment, on pourra flirter les 180 000 peut-être à la fin de l'année. Voilà. Pour les prix, on voit que l'augmentation qui était de 4,8 au T1, eh bien, elle ralentit un peu puisqu'on atterrit à 3,1 au T2. Et là, c'est très clairement l'influence de Paris. Ça, c'est vraiment une moyenne toute Île-de-France, tout logement confondu. Ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour le reste des secteurs. Là, vous avez donc appartements avec, là, du coup, forcément, une influence plus grande de Paris, parce que le marché des maisons, il n'y a pas d'influence de Paris. Et donc, tout de suite, vous voyez que, comme ça monte pas, les prix ne montent pas à Paris, l'influence est beaucoup plus forte. Et de 3% au T1, on est plutôt à 2,1% d'augmentation des prix au T2. Tout ça sur un an, bien sûr. Donc voilà, le dynamisme de la Grande Couronne l'emporte quand même un petit peu, heureusement, parce que sinon, le marché parisien est plutôt au ralenti. Que va-t-il se passer dans les prochains mois sur ce marché des logements? Ça continue un petit peu à se calmer, mais j'ai envie de dire que cette pause, elle est bienvenue, parce que quand on a envie de se loger, on rêve toujours de beaucoup de volume et une stabilité des prix. Donc moi, les augmentations à 6 ou 10 ou 15%, on n'aime pas. Donc là, voilà, 2,1%, ça passe à 1,7%. Comme je vous le disais, là, il y a une influence très forte de Paris sur cette moyenne de toute l'Île-de-France. Les maisons maintenant. Eh bien, vous voyez que là, les maisons, il y a beaucoup moins d'influence de Paris, on n'est plus du tout dans les mêmes chiffres. L'augmentation des prix, elle était de 7,3, elle ralentit un peu à 5,1%. Est-ce que ça va durer? Ça, je vous le dirai sur le prochain slide. Mais vous voyez quand même que là, le dynamisme est quasi identique à 2019. En 2019, vous aviez 50 200 transactions de maisons. Et là, on est à 54 350. Donc, on est presque au dynamisme de 2019, surtout pour les maisons, ça n'étonnera personne. Alors ces prix, est-ce qu'ils vont continuer ce ralentissement de hausse? Eh bien non, ça repart à la hausse. On s'attend à une augmentation, vous voyez, en octobre 21, de 7%. Ça, c'est notre base des avant-contrats qui nous permet de dire ça. Donc proche du record qui était de 7,3 au premier trimestre 21. Donc ce que vous voyez aussi, c'est toujours intéressant de voir, ce marché est très cyclique. Le marché des maisons, on cherche toujours une maison plutôt au printemps. En hiver, il n'y a pratiquement pas de visite. Ce n'est pas intéressant d'aller visiter et de chercher une maison en hiver. Et donc forcément, il y a moins de tension en hiver, et c'est ce qui explique ces traductions sur les prix habituellement. Et bien là, depuis la sortie de ce confinement c'était le 11 mai 2020. Donc ça fait depuis 15 mois, il n'y a aucune pause sur le marché des maisons. C'est vraiment, là, vous voyez, cette augmentation permanente des prix. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas eu de pause cette année. Maintenant, voyons Paris. Alors Paris, on vous donne là les chiffres du T2. Vous voyez ici que le nombre de transactions a tendance à un petit peu augmenter. Et depuis 2 ou 3 conférences de presse, on était un peu inquiet de voir le seuil des 30 000 qui est représenté par la barre rouge ici, où à chaque fois que, on l'a vu dans le passé, que ce seuil de transactions de 30 000 était franchi à la baisse, eh bien c'était suivi, toujours cette influence des volumes sur les prix, c'était suivi d'une baisse de prix. Donc on voyait ce seuil arriver, mais là, vous voyez, ça remonte.
ce qui nous rend relativement serein, on va dire, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ce qui nous fait dire que les prix ne vont pas forcément baisser dans les prochains trimestres. Parce que quand les volumes remontent, ça veut dire qu'il y a plus de tension. Dieu sait que le marché parisien est vraiment un marché tendu. Et donc ça explique qu'on soit relativement tranquille sur le fait de dire que les prix ne vont pas baisser dans les mois prochains. En tout cas, ils ne s'effondrent pas. Ils ne se sont jamais effondrés à Paris, donc ce n'est pas la peine d'attendre un effondrement. Et il y a toujours une résistance. On l'a vu dans les baisses qui avaient eu lieu entre 2012 et 2015, à chaque fois que ça baissait de 2,5-3% par an. Il ne faut pas s'attendre à des baisses à Paris de 5 ou 10% par an. Ce n'est pas vrai. Là, ça serait illusoire. C'est pour tous ceux qui cherchent et qui m'écoutent à Paris, ben, ce n'est pas la peine d'attendre, forcément. Voilà. Et donc, ces prix, eh bien, ils oscillent depuis un an entre 10 600 € le mètre carré et 10 800. Donc, c'est la fourchette dans laquelle ça oscille. Alors, trimestre par trimestre, on est dans du moins 0,2, moins 0,8, plus 0,6. Donc, globalement, ça oscille comme ça. Là, vous voyez, on est à moins 0,2. On ne peut pas dire que ça baisse beaucoup. Le trimestre prochain, on s'attend à une petite baisse plus prononcée, mais encore une fois, pour les statisticiens, c'est stabilité, on est à moins 0,8. Mais pour autant, ben, le prix, lui, il va être à 10 770. Donc vous voyez, toujours dans cette fourchette. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une disparité dans les marchés. À Paris, si vous vendez un 5 pièces ou un studio, ce n'est pas le même marché, ça n'a jamais été le même marché. Et quand le marché est mou, comme en ce moment, on peut dire que le 5 pièces a toujours été compliqué à vendre. D'autant plus quand on est dans des moyennes à 11, 12, 13 000 €, parce que les 5 pièces, c'est souvent quand même ces moyennes-là, il faut sortir le 1,5 million. Hein. Donc on ne trouve pas beaucoup d'acquéreurs. D'autant plus que les étrangers ne sont pas forcément là. Donc le 5 pièces est plus compliqué à vendre aujourd'hui. Le studio de pièces, aujourd'hui, ne baisse quasiment pas, voire peut-être il y en a certains. Quand il y a de la qualité, ça se vend. Et donc on le dit depuis un an, mais c'est vrai que avant, on vendait tout à Paris à n'importe quel prix, quel que soit l'étage, quelle que soit la qualité du bien, ce n'était pas normal. Et aujourd'hui, on est un peu dans un retour de la normalité. Quand on a un bien à vendre au rez-de-chaussée, on ne le vend pas, la même chose que le 6e sans ascenseur, et c'est tant mieux. Hein, il y a quand même une certaine rationalité dans tout cela. Voyons maintenant les cartes. D'abord des prix. Celle-là est archi classique, elle ne bouge pas de trimestre en trimestre. Vous voyez toujours ce centre qui, même avec le ralentissement à 30 à l'heure, et même avec la zone piétonnière, et ça va peut-être même faire que ça va peut-être encore augmenter un peu plus. Le centre de Paris a toujours été plus cher. C'est un petit peu un phénomène aujourd'hui. Je sais que certains journalistes m'ont interrogé en disant l'exode de Paris pour aller en province ou ailleurs. En fait, ce n'est pas d'abord un exode, c'est une vague assez lente. Et surtout, elle se produit dans toutes les métropoles importantes de province aussi. Donc ça, on aura une conférence de presse en décembre, on est en train d'analyser tous ces chiffres. Mais à part Grenoble, où le centre-ville est moins cher que la banlieue, la plupart des métropoles en France sont plus chères dans le centre-ville qu'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Français, ils ont envie de s'agrandir, voir s'ils peuvent se le payer un jardin, un peu de verdure. Et donc, où ils vont? Ils vont là où c'est moins cher. Donc c'est vraiment ce mouvement centrifuge qui existe partout en France, dans toutes les métropoles, et y compris à Paris. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette carte? Eh bien, ce qui est intéressant de noter, ce n'est plus le 19e qui est l'arrondissement le moins cher. Depuis des lustres, c'était le 19e. Et le 19e n'est plus l'arrondissement le moins cher, là il y a une info. C'est maintenant le 20e et le 13e qui sont moins chers que le 19e. Bon, sachant que les écarts entre l'arrondissement le plus cher, qui est le 6e à 14 190, et le moins cher se réduit, parce que c'est cette gentrification de Paris. Quand on voit les quartiers, même les quartiers administratifs, vous savez que chaque arrondissement est divisé en 4 quartiers administratifs. Le quartier le plus cher, c'est Odéon, dans le 6e, qui est à 16 720, quand même. Avec le quartier le moins cher, qui est toujours dans le 19e, là en revanche, qui est Pont-de-Flandre dans le 19e, c'est 8 450. Donc l'écart est tout simplement de 1 à 2. Et avant, il n'y a même pas 10 ans, il était de 1 à 3.
dans les quartiers entre le moins cher et le plus cher, pour vous dire que Paris vraiment se gentrifie. Ceux qui aiment bien les records, on a enregistré un duplex dans le 4e arrondissement de 246 mètres carrés pour la somme modique de 10 150 000, ce qui vous fait quand même une petite moyenne de 41 300 € le mètre carré. Et fait inhabituel, on a aussi l'arrondissement du 18e qui a enregistré un record, un triplex de 350 mètres carrés qui s'est vendu à 31 500 mètres carrés, vraisemblablement à Montmartre. On peut imaginer. Alors, voyons maintenant la tendance, toujours dans cette carte parisienne. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal de roses en négatif, pas mal d'arrondissements qui ont enregistré des baisses. Mais bon, vous voyez que des baisses de quoi, hein, le maximum, c'est 2-3. L'augmentation la plus forte, c'est dans le 19e, ce qui explique que ça n'est plus l'arrondissement le moins cher, à 2,7%. Bon, voilà, les prix, en fait, ils ont baissé de novembre 2020 à mai 21. Et en fait, en réalité, depuis mai 21, les prix sont repartis à la hausse. Donc, ils ne s'enregistrent pas encore complètement, mais je pense que dans la prochaine conférence de presse de novembre, la carte ne sera pas du tout la même. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe autour du périph' et après le périph'. Alors, les volumes en petite couronne, tout logement confondu, vous avez d'abord à gauche les appartements. Et on voit, moi j'ai tendance toujours à comparer à 2019 et pas 2020, hein, ce trimestre-là. On voit vraiment que les Franciliens ou les Parisiens n'hésitent plus à franchir le périphérique. Et aujourd'hui, c'est tendu, vraiment tendu en petite couronne. Il y a plus 9% par rapport à ce trimestre qui était super dynamique en 2019. Eh ben, on est déjà à plus 9, pour vous dire que ça bouge beaucoup. Les maisons, pourquoi le moins 1 ? Ben ça, en fait, ça s'explique assez bien. C'est d'abord, il y a très très peu de maisons en petite couronne. Le gros des marchés, c'est les 3/4 du marché des maisons en Ile-de-France se situe en grande couronne. Et puis ce marché, il a tendance à diminuer de plus en plus. Pourquoi ? Parce que quand on veut construire du collectif, aujourd'hui, il n'y a plus de terrain. Et donc les promoteurs, ils vont chercher ça en réunissant et en démolissant 2-3 maisons individuelles. Donc les maisons individuelles en petite couronne, elles disparaissent petit à petit. Et puis en plus, dans le marché, quand vous avez une maison en petite couronne, vous êtes tellement content de l'avoir que vous la gardez. Et la durée de détention est beaucoup plus longue que le reste des appartements. Vous vous y accrochez à votre maison quand vous l'avez en petite couronne. Voilà un peu ce qui explique ces faibles volumes. Enfin, c'est faible, c'est quand même bien, mais on est quand même également dans les records de 2019. Les prix, comme tout marché tendu, les prix montent. Toujours cette influence des volumes et des prix. Et là, la particularité des maisons, vous voyez, en petite couronne, ces appartements-là, c'est un marché super homogène. Quel que soit le département, on est aux alentours de 4, 4,5. Et alors que d'habitude, on est toujours, mais pourquoi tel département, ça monte beaucoup plus que l'autre ? Là, c'est un marché super homogène dans toute la petite couronne en appartement. Et donc, dans les prochains mois, cette augmentation va un petit peu s'atténuer pour passer de 4,4 à 3,3. Bon, est-ce que c'est l'influence parisienne d'un marché un peu moins tendu ? À suivre lors de la prochaine conférence ou du prochain club de l'immobilier. Voyons les maisons. Maisons petite couronne, comme je vous disais, qui représentent que 1/4 du marché des maisons en Ile-de-France. Eh bien, cette pénurie de maisons, elle entraîne de fortes augmentations de prix, aux alentours de 6%, vous êtes à 5,8%. Là aussi, dans les mois à venir, on s'attend à cette augmentation qui va continuer à 6,4%. Mais fait étonnant, d'habitude, c'est ce marché-là, des maisons ou des appartements en petite couronne, qui enregistre les plus fortes augmentations depuis un an et demi. Eh bien là, vous allez voir que les plus fortes augmentations de prix, ce n'est pas là, c'est en grande couronne. Donc nous passons à la grande couronne. Parce que là, vraiment, c'est un peu comme le reste du pays, c'est là où ça se passe. Vous avez aussi bien appartements que maisons, beaucoup d'excitation, et un marché qui est déséquilibré parce que beaucoup de demandes par rapport à l'offre. Et particulièrement dans les appartements, mais enfin aussi les maisons, parce que les appartements, pour ceux qui suivent ce club de l'immobilier depuis longtemps, savent que le marché des appartements en grande couronne était un marché assez calme,
ou en tout cas assez équilibrée. Quand on cherchait à s'agrandir et qu'on allait de la petite à la grande couronne, dans le parcours immobilier du Francilien, on allait de Paris quand on était en couple, quand on a un enfant, on passe en petite couronne, parce qu'il y a de la verdure, il y a plus de crèches. Et puis après, quand on a plusieurs enfants, on passe à la grande couronne. Mais précédemment, on cherchait une maison. Ben là, on voit qu'on cherche, quand la maison est trop chère, parce que les prix montent, on va dans l'appartement. Alors qu'avant, c'était vraiment un marché équilibré, il y avait pas mal de volume, mais des prix complètement stables. Là, aujourd'hui, vous avez beaucoup de volume, vous voyez une augmentation de 29%, c'est énorme par rapport aux 10 dernières années. Donc c'est vrai qu'il y a eu un parc qui a augmenté, on a beaucoup construit d'appartements en grande couronne, mais il n'empêche, vous avez vraiment un marché très fort, et vous allez voir que ça se traduit aussi par des augmentations de prix. Le record, pour vous donner un peu une idée, en 2014, il y avait 24 000 transactions sur un an. Et là, depuis un an, on enregistre 37 000 transactions d'appartements, ce qui fait une augmentation de 50%. C'est vraiment, c'est assez remarquable à noter. Voilà, les maisons. Maisons aussi, marché super tendu aussi. Vous voyez que par rapport à l'année dernière, mais même aussi par rapport aux 10 dernières années, une augmentation de 17%, donc activité super dynamique, proche du record historique. Donc on retrouve le dynamisme de la province. C'est vraiment là où ça se passe. Alors on peut noter quand même le marché qui enregistre le moins de hausse en volume, c'est les Yvelines. Mais là, c'est peut-être parce que les marchés sont chers. Donc quand les marchés sont chers, il y a un petit peu moins de volume. Il y a un moment, ça freine un peu les acquéreurs. Alors, les prix des appartements, comme je vous disais, ce dynamisme entraîne des augmentations de prix de 4,1% au T2 et qui augmente encore un petit peu plus dans les mois à venir. On s'attend à une augmentation de 5,9%. Vous voyez, même en Seine-et-Marne, il y a beaucoup d'appartements, à 7,3%, ce qui veut vraiment dire que là, le marché se déséquilibre. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Voilà, pour les appartements. Les maisons, là aussi, l'offre, elle est inférieure à la demande. Donc du coup, ça se traduit par des augmentations de prix. 4,8% sur l'ensemble de la grande couronne pour les maisons. Et ça va chauffer encore plus, et ça chauffe encore plus, puisqu'on s'attend, là, d'après nos avant-contrats, à une augmentation de 7,3%. C'est là où il y a la plus grosse augmentation de l'Île-de-France. Maisons, appartements, tout confondu, tout secteur confondu, ce sont les maisons, et qui rejoignent d'ailleurs le chiffre de la province, que je vous avais donné tout à l'heure en introduction. Vous avez même une augmentation dans les Yvelines de 7,8%, alors que c'est déjà cher, là, c'est là qui enregistre le marché le plus tendu, des augmentations records. Donc là, on voit aussi que ces maisons, vous avez des records de prix dans tous les départements. Il y a encore 2 ans, on vendait, par rapport au record qui était en 2011, on vendait une maison à perte dans certains secteurs de l'Île-de-France. Aujourd'hui, c'est fini. Même si on a acheté en 2011, là où c'était le plus fort, parce que dans les durées de détention, les maisons, c'est plutôt 9-10 ans que 7-8 ans pour les appartements. Donc là, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont acheté en 2011 qui revendent, ils revendent plus cher. Pas avec une énorme plus-value, comme vous le voyez sur la courbe, mais ils revendent plus cher. Donc ça les incite aussi. Psychologiquement, je revends plus cher que ce que j'ai acheté. Bon, sauf s'ils ont fait une tonne de travaux, mais ça c'est autre chose. Voilà, un petit focus sur les parkings. Les parkings en Île-de-France, on n'en parle pas souvent. Vous avez ici, vous avez des chiffres assez intéressants. Alors bon, ça ne va pas, déstabiliser les fondamentaux. On voit bien pour 100 appartements ou 100 studios achetés à Paris, il y a 7 parkings qui se vendent en même temps, parce que quand on achète un studio, on n'a pas besoin de voiture, souvent, c'est un célibataire. Par contre, à Paris, quand on achète un 4 pièces et plus, dans 100 ventes de 4 pièces, il y a 26 parkings vendus en même temps. Normal, quand on a une famille, on a besoin souvent d'une voiture. Et dès qu'on franchit le périph', là, vous voyez, pour 100 appartements, il y a 93, parce qu'il y a aussi peut-être pas mal d'immeubles récents avec parking, beaucoup plus qu'à Paris, en petite couronne. Et en grande couronne, on dépasse carrément, quand on achète 104 pièces et plus, en grande couronne, il est enregistré 107 ventes de parking. Parce que souvent, en grande couronne, on a besoin de 2 voitures. Une pour monsieur, une pour madame. Voilà, ça c'est des... Et alors par contre, les prix. Alors les prix, vous voyez en bas, sur 20 ans, une augmentation à Paris des parkings de 60,7%,
comparé aux appartements de 260 dans la même période, 270%. On voit vraiment que les appartements montent beaucoup plus que les parkings à Paris, mais également en petite et grande couronne. Vous voyez, 97,8 pour les parkings en petite couronne sur 20 ans, comparé au logement, 177,9%. Alors on vous l'a traduit dans un graphe qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais vous avez plein de commentaires. Vous voyez cette grande barre qui traverse ce graphe, qui est, si les parkings augmentaient de la même manière que les logements, on serait sur cette ligne partout. Et vous voyez que là, partout, on est en dessous. On est en dessous pour l'ensemble de l'Île-de-France, où on voit bien que le multiplicateur des prix des logements a été multiplié par 2,7 en Île-de-France en 20 ans, alors que pour les parkings, 1,7 à gauche. Vous voyez ? Et Paris, l'extrême, eh bien, l'effet multiplicateur des parkings il est de 1,6 sur 20 ans, alors que sur les logements, sur 20 ans, ça a été multiplié par 3,7. Vous voyez, tout ça, c'est... Bon, on savait ça un petit peu dans le fond de sa tête, mais là, vous avez vraiment les chiffres en face. Voilà. Alors, pour conclure, ce que j'ai dit déjà tout à l'heure en conférence de presse, qui sont toujours très très friands des étrangers. Est-ce que les étrangers sont sur le marché, les étrangers non résidents surtout? Les étrangers non résidents, ça n'étonnera personne, sont toujours absents du marché. Le chiffre, il est à Paris de 1,8% des acquéreurs. Pour vous donner une idée, en 2008, là où c'était le plus élevé, il était de 4%. C'est jamais énorme non plus. On dit toujours que Paris augmente à cause des étrangers. Vous voyez, c'est quand même des têtes d'épingle. Là, c'est un 8%, et là où c'était le maximum, c'était que 4%. Mais quand même, c'est des têtes d'épingle qui tirent souvent le marché et qui donnent une tendance. Donc, on ne serait pas étonné qu'avec cette pandémie qui commence peut-être, on l'espère, à se juguler, on voit revenir ces étrangers non résidents rachetés dans cette ville lumière et donc de nouveau réentraîner. Ça peut être aussi un des facteurs pour faire repartir à la hausse. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé que ça monte. Nous, on trouve ça très bien, cette pause. Donc voilà, on est vraiment dans un marché franco-français, francilien, d'utilisateurs, avec cette tendance vraiment centrifuge qui devrait continuer par rapport à tous ces phénomènes de télétravail. Donc on le voit dans les entreprises, comment vont réagir et les employés et les chefs d'entreprise par rapport au souhait de ces employés d'avoir quelquefois du télétravail à 100%. On le voit dans certaines entreprises, c'est des négociations un petit peu compliquées, mais il est clair que ce phénomène va continuer. Alors peut-être pas à 100%, mais va continuer. Et forcément, ça a un impact sur l'immobilier et sur le logement. Pourquoi? Parce que quand on cherche un logement maintenant, on veut une pièce de plus pour le télétravail. On en a marre de faire du télétravail dans la cuisine ou la salle de bain. Moi, j'ai eu quelques journalistes qui me disaient que oui, ils n'en pouvaient plus de faire du télétravail dans leur salle de bain. Je dis, mais vous n'avez pas autre chose? Non, il y a les enfants. Ah bon, d'accord. Bon, donc quand on cherche à déménager, on cherche une pièce de plus. Et donc forcément, on cherche la pièce de plus, on s'éloigne. Et donc c'est cet effet centrifuge qui existe. Pour autant, ça n'est pas non plus une vague, c'est pas un tsunami, c'est une vague de fond qu'on pense et à laquelle on assiste, qui va durer peut-être plusieurs années, parce que c'est des décisions difficiles à prendre quand on est dans un couple avec des enfants. Je ne déménage pas du jour au lendemain. Est-ce qu'il faut que je change de boulot pour avoir un peu plus de télétravail, ou monsieur, ou madame, et puis les enfants, ils vont aller du primaire au secondaire, ou ils vont passer au lycée. Et tout ça fait que ces décisions, on le voit bien avec les clients, ils nous en parlent en disant oui, bon, mais moi j'attends que les enfants passent en études supérieures ou qu'ils passent du primaire au secondaire pour ne pas les traumatiser, etc. etc. D'où vague de fond qui, à mon avis, va durer encore quelques années. Mais peut-être cette vague de fond, il va y avoir un ressac. Parce qu'on se dit que ça dépendra aussi de ce télétravail, comment il est vécu. Si j'ai du télétravail pendant 2 jours, mais que pendant 3 jours, j'ai vachement plus de transport parce que je me suis éloigné, ça fera peut-être réfléchir certains en disant on va revenir un petit peu dans le centre. Donc, à voir, à suivre. Quelles sont aussi les tendances sur Paris? Je vous avais dit que c'était un peu mou, c'était très mou en juin et juillet dans les études. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'actes, mais dans les appels, dans ceux qui font de la négociation ou les agences, il y avait très peu d'appels, très peu de visites.
Pourquoi? C'est tout simple, c'est que les Parisiens, quand il y a eu enfin la fin de ce couvre-feu, après quoi? 8 mois, 9 mois de couvre-feu? Ils n'avaient qu'une envie, c'était de recréer du lien social, de partir voir en vacances, ou d'aller en terrasse et de profiter un petit peu de la vie. Ils n'étaient pas du tout dans le rattrapage de 2020 après ce confinement dur, où là ils étaient bloqués dans leur changement justement de logement, où il y a eu un rattrapage pendant l'été 2020. Là ils étaient non, on fait la fête, on recrée, on revoit les amis, la famille, et on revoit le problème logement au retour des vacances. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. On s'y attendait, et depuis 3 semaines, je vous assure que ça, il y a des appels, les agences vous le confirmeront, il y a des visites, et il y a déjà des compromis alors qu'on est le 9 novembre, pour des gens qui cherchaient au retour de vacances. Donc, ce qui nous rend relativement optimistes sur le marché parisien. Alors voilà, pour terminer, les ombres au tableau. La construction, c'est une véritable ombre au tableau, parce qu'aujourd'hui, on pensait qu'après les élections municipales, ça allait un petit peu se décanter. Mais ben non, nenni. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des maires qui bloquent des permis alors qu'ils sont demandés par les promoteurs en suivant stricto sensu les règles de PLU. Et ils vous demandent des pièces et des pièces et des pièces pour ralentir la délivrance du permis, voire on a vu des maires qui ont retiré leur permis. Donc aujourd'hui, ça bloque dans beaucoup de communes. Et donc en France, hein, ça c'est un phénomène vraiment national, on peut se faire du souci sur les nouveaux logements. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de construction pour alimenter ce flux, la fluidité du marché, eh bien, on peut penser que ça va entraîner un déséquilibre plus important dans le marché de l'ancien, et donc du coup des augmentations de prix plus fortes. Et on va peut-être rejoindre les 9,5 de l'OCDE. Ça, je vous parle de la France entière. Donc ça, c'est vraiment une ombre au tableau. L'année électorale. L'année électorale, on dit toujours que l'année électorale, il ne se passe rien dans l'immobilier. Ce n'est pas vrai. Ça, moi, je démentis à chaque fois. Vous pourrez regarder tous les chiffres qu'on a des dernières années électorales. Il n'y a jamais eu de pause, comme on pouvait le penser, peut-être il y a 30 ans, mais plus maintenant. Ça n'a pas d'influence sur le marché de l'immobilier. On ne pense pas que ça en aura cette année. La remontée des taux, parce que c'est vrai que tout ça, pourquoi il y a une telle excitation sur le marché? C'est vrai qu'il y a eu ces pandémies, mais c'est parce que aussi le carburant n'est pas cher. Les taux à 25 ans, ils ont encore baissé. Le trimestre dernier, ils sont à moins de 1%. C'est quand même assez délirant. Bon, la remontée des taux, on part de tellement bas que j'ai envie de dire qu'avant qu'on arrive à un blocage du marché parce que les taux sont hauts, souvenez-vous qu'il y a très très peu de temps, on était dans des taux à 2,5 ou 3%, et ce n'est pas pour autant que le marché ne fonctionnait pas. Donc je ne pense pas que ça soit une véritable vraiment ombre au tableau, cette remontée des taux. Enfin, en tout cas, sauf si elle est violente, mais les économistes ne s'attendent pas à ça. Une ombre peut-être plus inquiétante, c'est la fin des aides gouvernementales, le Covid, et puis l'activité économique qui est en train de se normaliser. Est-ce qu'elle va se normaliser dans tous les secteurs ? Là, on peut peut-être être un peu plus inquiet sur certains secteurs qui ne vont pas forcément démarrer, sur des faillites, et qui forcément vont exclure du marché immobilier pas mal d'acquéreurs. Bon, mais j'ai envie de dire, c'est triste à dire, mais la dette entraîne aussi des transactions, parce que quand j'ai des dettes, je vends mon appartement. Et donc ça entraîne du flux sur le marché immobilier. Qui, évidemment, c'est des gens qui redeviennent locataires, ou qui achètent plus petit, ou qui vont plus loin. Donc, bon, sur le marché immobilier, ça peut avoir une influence, mais assez relative. Et puis, voilà, c'est vrai que de toute façon, ce souhait des Français d'avoir un meilleur logement, un plus grand logement, pour y faire peut-être du télétravail, il va perdurer. Et quand on interroge les clients, on voit que déjà l'effort financier dans des ménages était très fort pour le logement, mais quand on les interroge, ils disent « mais oui, mais c'est pas grave, on va continuer non seulement cet effort financier, mais on va l'augmenter, parce que pour nous, le logement, c'est devenu vraiment capital. » Donc on est assez serein sur encore plusieurs bonnes années, bons crus de marché immobilier. Voilà pour Madame Irma, et donc je laisse la parole à notre invité. Merci Thierry. Et donc oui, effectivement, on va vous passer la parole. Et effectivement, merci sur ce point sur le logement. Donc là, on change diamétralement d'activité, puisque sur la logistique, mais c'est pas quand même complètement déconnecté, puisque les gens qui se logent ont aussi besoin de logistique. Donc on est intéressé par ce que vous allez pouvoir nous dire sur le sujet.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup, merci infiniment pour votre invitation. Effectivement, on va changer totalement de sujet. Peut-être avant de passer à cette slide, si on peut revenir à la slide précédente, que je me présente et que je présente quelque peu l'entreprise. Donc moi, je suis Jonathan Seban, je suis directeur général de Sogaris. Sogaris, c'est une société historique qui a été fondée dans les années 60 sur le site de Rungis que vous connaissez très bien. Historiquement, c'était une société dédiée à l'exploitation logistique qui avait pour ambition de réguler les flux de marchandises arrivant par le sud dans Paris. 2 plateformes logistiques ont été créées à cette époque, c'est Sogaris au sud et Gare au Nord. Vous les connaissez peut-être si vous passez sur les autoroutes adjacentes, la 86, la 3, la 1, parce qu'elles sont indiquées par des panneaux. Et en réalité, pour ne parler que de Sogaris, la société a quasiment fait faillite à l'époque. Une partie des terrains qui étaient dévolus à son développement ont été finalement alloués au marché d'intérêt national, qui est venu se positionner à cet endroit après avoir déménagé de Paris. Et puis la société a délaissé progressivement son activité d'exploitation pour devenir une foncière qui a développé un patrimoine sur l'ensemble du territoire national, en se concentrant à chaque fois sur les grandes agglomérations, Marseille, Lyon, évidemment l'Île-de-France. Et pour aller rapidement à la conclusion, en 2015, la société a fait l'objet d'une forme d'augmentation de capital qui lui a permis de redéfinir sa stratégie et véritablement de mettre l'accent sur la logistique du dernier kilomètre, on va évidemment en parler, et le Grand Paris, qui sont aujourd'hui les 2 grandes priorités d'action de la société. Et je disais société publique-privée, alors il faut faire un petit aparté là-dessus. C'est une société qui est issue du régime dit de l'économie mixte, société privée de statut de droit privé avec des actionnaires qui sont majoritairement publics, mais c'est quand même une société particulière au sens où elle évolue dans un champ qui est totalement concurrentiel et elle se différencie d'une certaine manière d'un certain nombre de ses homologues SEM, parce que c'est véritablement une entreprise qui, au fond, doit systématiquement faire la démonstration et le lien entre à la fois l'intérêt économique, évidemment, de ses propres activités, et puis la construction d'une forme d'intérêt général exprimée directement par ce que sont les valeurs d'intérêt général portées par ses mandants. Au conseil d'administration, on trouve notamment la ville de Paris, les 3 départements de première couronne et la Caisse des dépôts et consignations. Voilà pour cette rapide introduction et présentation de la société. L'idée, c'était moins de vous parler de Sogaris que de la logistique, sous toutes ses coutures, si j'ose dire, avec, en tout cas, c'est le choix que l'on a adopté. La vision d'abord, au fond, d'une analyse quantitative de ce qu'est aujourd'hui ce marché de la logistique et de la logistique urbaine. Il faut sans doute désormais y accoler les deux vocables. On va le voir, c'est un marché qu'il faut à la fois appréhender dans sa dimension européenne. C'est vraiment un marché international. Alors, je parle du marché évidemment immobilier. Je laisse de côté la branche de mobilité, on y reviendra après. Donc je disais que c'est un marché qui est un marché international, c'est un marché qui doit aussi finalement être regardé à l'aune de ce que sont les grandes tendances du passé, des tendances de long terme, notamment sur les 20 dernières années, ce que sont les tendances de moyen terme, notamment depuis 2017, où clairement on voit des transformations assez radicales, et puis fondamentalement les logiques de très court terme, avec évidemment les impacts de 2020, le lockdown, et ce que l'on peut imaginer pour la suite. On essaiera ensuite de dégager quelques éléments d'analyse qualitative. Au fond, pourquoi ces évolutions-là? Évidemment, on a tous en tête le e-commerce, on verra que c'est un des sujets, mais ce n'est pas le seul. Et c'est sans doute aujourd'hui la complexité des enjeux, à la fois publics, à la fois privés, qui rend le sujet passionnant et qui, me semble-t-il, apporte quelques éléments d'explication et d'éclairage. Ce sera la 3e partie, d'éclairage sur ce qui se prépare, ou pas d'ailleurs. On essaiera de faire un peu de prospective, en sachant que vous savez, en prospective, on a toujours tort, donc vous me serez gré de me tromper dans les quelques projections auxquelles je me risque. C'est très amusant aussi d'avoir tort. Alors, on parlait d'analyse quantitative pour commencer. On va aborder les sujets de manière extrêmement structurée, par des choses que vous appréhendez bien. On va parler à la fois de la demande locative, on va parler des loyers, et ensuite sur les régimes de l'investissement, on regardera ce que sont aujourd'hui les taux de rendement, et notamment les volumes investis au cours des dernières années. Alors si on part sur la slide suivante, mais c'est moi qui peux les faire défiler, pardon, excusez-moi. Sur la slide suivante, donc on voit aujourd'hui ce qu'est la demande locative à l'échelle européenne. On perçoit quoi? On perçoit que sur la tendance longue, depuis 2012, on a une augmentation structurée de la
la demande placée en Europe. On a en 2020, vous le voyez, hein, une demande placée qui a été extrêmement importante, alors qu'on était en pleine année évidemment de confinements successifs en France et de plusieurs confinements également en Europe. Et vous voyez que 2021 est reparti sur des bases extrêmement élevées, avec une demande locative au premier semestre hein, qui est de l'ordre d'un peu plus de 12,6 millions de mètres carrés. Clairement, et on va le voir tout au long de notre échange, 2020 et je dirais les effets induits par la pandémie constituent un accélérateur important du marché de l'immobilier logistique, tant dans la demande sur la demande locative qu'on va le voir sur les volumes d'investissement. Si on se rapporte désormais, ça marche plus, voilà, parfait. Si on se rapporte maintenant à la demande française, donc vous voyez qu'on a finalement des évolutions qui sont relativement similaires. Vous avez parfois évidemment des pics, comme par exemple en 2017, qui sont liés à la livraison de très très gros programmes. Mais globalement, vous voyez qu'on a une augmentation de la demande placée qui est relativement importante. Quelques éléments de définition ici, mais évidemment, je ne vais pas vous asséner avec cela. Il faut savoir que la logistique, hein, c'est un marché qui est extrêmement segmenté. C'est un peu comme le logement. Hein, en vous entendant, je pensais à cela. Vous avez différentes classes techniques d'entrepôts. Vous avez ce qu'on appelle les entrepôts classe A, qui sont vraiment les entrepôts à très très haute fonctionnalité, avec des hauteurs pour le stockage qui sont normées, mais qui sont extrêmement importantes. Une charge au sol, là encore, qui est maximisée. Vous avez des entrepôts dits de classe B, qui sont des entrepôts relativement standards, et vous avez des entrepôts de classe C qui sont ni A ni B. Et puis à côté de ça, vous avez des classes spécifiques, comme les entrepôts frigorifiques par exemple, ou les entrepôts dits de messagerie, c'est un sujet qui se développe beaucoup. Les entrepôts de messagerie, c'est les entrepôts qui sont vraiment dédiés à la distribution, donc en général avec la possibilité d'avoir des quais de part et d'autre, hein, d'avoir des entrepôts qui sont même transversants, sur des tailles qui sont en général plus petits que sur les entrepôts des classes A ou B. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les classes techniques. Et puis ensuite, vous avez évidemment tout un enjeu d'autorisation environnementale qui est vraiment le nerf de la guerre hein, en matière de développement immobilier et logistique, avec notamment ces fameuses autorisations liées aux installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. Et puis une ICPE extrêmement importante en logistique, c'est l'ICPE dite 1510, qui permet notamment de stocker un volume conséquent de marchandises combustibles. Et vous imaginez bien que tout stockage de marchandises appelle nécessairement à pouvoir disposer de ce type d'autorisation pour que l'entrepôt puisse lui-même fonctionner de manière extrêmement correcte. Donc je disais une forme de segmentation importante en matière technique, et puis vous avez aussi, notamment en France, une polarisation géographique qui est extrêmement forte. En France, hein, la géographie structurelle de l'immobilier logistique, c'est ce qu'on a appelé la dorsale. La dorsale, c'est ce grand corridor hein, qui relie Lille à Marseille en passant par Paris et Lyon. C'est un marché principal qui, évidemment, structure des grands corridors économiques à l'échelle de l'Europe. Et puis, à côté de cela, vous avez des marchés secondaires, que ce soit en allant vers l'ouest, hein, en allant par exemple vers Le Havre, ou alors dans le cœur de la France. Donc, c'est vrai que, vous allez le voir, on va souvent parler de la dorsale, parce que c'est là où, mine de rien, les données statistiques sont à la fois les plus importantes et les plus probantes. Si maintenant on délaisse la demande placée et qu'on regarde l'autre indicateur intéressant évidemment pour apprécier ce marché locatif, c'est évidemment celui des loyers. Donc vous avez ici un graphique donc issu de sources qui sont bien indiquées hein, sur la diapositive, où vous voyez en fait à la fois le niveau des loyers actuels, c'est le petit point, enfin au 4e trimestre 2020, et puis vous voyez en fait leur évolution depuis 2010. D'accord, leur évolution moyenne. Et qu'est-ce que l'on constate? Bon, mis à part quelques villes, vous vous rendez compte que le point rouge est systématiquement en haut, donc on est bien sur une augmentation aujourd'hui, on est sur le point haut finalement hein, d'une évolution des loyers. Et puis vous voyez que cette évolution des loyers, elle a pu être extrêmement importante depuis 2010, hein, notamment sur tous les marchés de Grande-Bretagne, hein, que ce soit sur l'Irlande, que ce soit sur l'Angleterre. Vous voyez que la France aussi obéit à cette même dynamique. On le voit sur cette diapositive qui l'illustre de manière dynamique. Hein. Donc vous voyez bien cet élément quand même de progression. Alors pour le coup en France, on peut l'apprécier depuis 2013. En réalité, elle est véritablement plus importante depuis 2017. Et vous avez cette progression des loyers qui s'est poursuivie depuis. Comment l'expliquer ici? Elle s'explique en bonne partie par le fait que vous avez aujourd'hui, notamment sur les marchés de la dorsale, une demande qui est extrêmement forte
et finalement une capacité à délivrer des mètres carrés nouveaux qui, elle, est extrêmement contrainte. On estime aujourd'hui que le nombre de mètres carrés immédiatement disponibles à l'échelle de la dorsale, c'est un peu plus de 3 millions de mètres carrés, et sur ces 3 millions de mètres carrés, vous avez peu d'entrepôts de type classe A. Donc pour des acteurs qui souhaitent venir s'installer sur des entrepôts de toute dernière génération, en réalité, pour la plupart d'entre eux, il est nécessaire de faire construire ces entrepôts. Et donc vous avez, mine de rien, des temps qui s'allongent, une pression sur l'offre qui est de plus en plus forte, et donc vous avez une augmentation de ces phénomènes de loyer. Si maintenant on passe sur le volume, sur le régime de l'investissement, en regardant notamment ce que sont les volumes d'investissement avant de passer à la question des taux, ce que sont les volumes d'investissement en Europe, on constate quoi? On constate au fond qu'on est sur un marché très haussier, on est sur un marché qui est haussier d'ailleurs depuis plusieurs années. On peut considérer que les 4 dernières années, avec évidemment cet écueil de 2020, et quand même, ce sont 4 années qui sont résolument très très supérieures en termes de volume par rapport aux années passées. Vous avez ici les quelques chiffres que je commente brièvement. On voit que le volume investi au premier semestre 2021 en matière d'immobilier logistique en Europe, c'est très très important, beaucoup plus important que ce qu'on avait en 2020, 60%, pour finalement une part de marché qui représente un peu moins de 20%. Et on va le voir à peu près similaire en France. Si on essaye d'appréhender un peu plus finement, pas simplement uniquement en termes de volume d'investissement, mais aussi en termes de nature de transaction, il faut savoir que le marché de l'immobilier logistique est un marché qui est régulièrement dopé par des transactions dites de portefeuille. Vous avez des transactions unitaires, évidemment, mais notamment à l'échelle de l'Europe, vous avez souvent des transactions de portefeuille, où ce sont des portfolios finalement d'entrepôts sur plusieurs pays en général, qui passent de main en main. D'investisseurs en investisseurs, et c'est ça notamment qui structure fortement la demande en investissement. Vous voyez que sur ces transactions de portefeuille, il y a assez peu de transactions françaises. Ce sont avant tout des transactions qui sont des transactions issues de pays autres, comme par exemple notamment les fonds américains. Vous avez aussi de plus en plus des fonds asiatiques qui viennent se positionner sur le marché pan-européen. Si on regarde désormais, je dirais, l'autre face du sujet, cette fois la question des taux, sans surprise si j'ose dire, vous voyez qu'on est sur une compression des taux qui est extrêmement forte, alors qu'il s'est résolument accéléré depuis 2020. Donc c'est le même graphique que tout à l'heure dans sa logique. Le point rouge, c'est les taux sur le deuxième trimestre 2021, et donc vous voyez leur évolution en réalité sur la période qui remonte jusqu'à 2007. Donc on est sur une évolution importante. Il n'y a pas si longtemps, en logistique, on était sur des taux de rendement qui étaient plutôt de l'ordre de 5, 6, 7%. On voit qu'on est aujourd'hui en France sur des taux de rendement qui sont plutôt autour de 3,5%. On va le voir sur les graphiques concernant le marché français juste après. Et vous voyez en fait que cette dynamique de compression des taux, elle est en réalité extrêmement forte sur l'ensemble des marchés européens. On le voit y compris sur cette diapositive où pour le coup on a la figuration des taux médians. Donc vous voyez que globalement les marchés aujourd'hui les plus dynamiques sont les marchés de la Grande-Bretagne, de la France, le marché également allemand. Il y a énormément d'appétence quand même de la part des investisseurs sur des diversifications des portefeuilles d'actifs, et donc notamment d'aller chercher aussi du rendement sur des marchés comme les marchés italiens, les marchés notamment des anciens pays soviétiques, là où vous voyez que les taux de rendement sont plus importants et où en fait les dynamiques de construction de la demande logistique sont en réalité extrêmement fortes, puisqu'on va le voir juste après, elles sont directement liées à des transformations des modes de consommation qui touchent aussi bien Belgrade que Paris en réalité. Si on fait un petit overview du marché français, vous retrouvez évidemment les mêmes logiques. Vous voyez qu'on a une croissance des volumes d'investissement qui est significative. Vous voyez 2019, un pic qui est lié pour le coup à une transaction de portefeuille. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelques transactions françaises. En réalité, vous la retrouvez ici. S'agissant des taux, vous voyez bien leur effondrement depuis 2011. Donc je disais qu'aujourd'hui, les taux prime sont estimés à environ 3,5%
en France. En réalité, sur des dernières transactions, des dernières consultations auxquelles d'ailleurs Sogaris a participé, il y avait un peu moins d'une dizaine d'offres sur des taux de rendement qui étaient en dessous déjà de 3,1%. Donc raisonnablement, on peut considérer qu'on est déjà aujourd'hui plutôt sur des taux autour de 3%. Et ce n'est pas totalement absurde d'imaginer qu'on finira l'année bien en dessous des 3%. Bon, les explications, elles sont évidemment celles que vous connaissez. Il y a clairement une appétence pour ce marché. Pour des raisons macroéconomiques, on y reviendra, mais il y a aussi de toute manière l'effet des marchés financiers, avec aujourd'hui des taux qui sont extrêmement faibles, et la nécessité pour nombre d'investisseurs d'aller chercher du rendement ailleurs. Et la logistique, qui a pu sembler être pendant longtemps des actifs plus risqués, apparaît aujourd'hui comme finalement un secteur de moins en moins risqué, lié notamment à la dynamique du e-commerce et à celle de la demande extrêmement forte que génère bon nombre de chargeurs. Ça va venir. Alors je vous ai mis une petite synthèse, histoire de pouvoir se résumer sur tout ce que l'on s'est dit, sans reprendre globalement tout cela, simplement pour insister notamment sur les dynamiques aujourd'hui du marché français. Vous avez compris que c'était un marché qui fait face, comme les grands marchés européens logistiques, à une compression de ces taux. Finalement, à un afflux d'investisseurs aujourd'hui. On est sur un marché qui est de plus en plus cher, mais aussi de plus en plus concurrentiel. Vous avez historiquement des acteurs qui étaient avant tout des pure players en logistique, qui notamment connaissaient parfaitement cette classe d'actifs. On constate aujourd'hui qu'on a des investisseurs de plus en plus généralistes, de moins en moins spécialisés, qui viennent au fond chercher sur le marché de la logistique de la diversification de portefeuille, et qui viennent aussi à un moment donné chercher un rendement dans un moment où les autres classes d'actifs, je mets le logement mis à part, mais les autres classes d'actifs présentent un certain nombre d'interrogations liées notamment aux effets de la pandémie. Le rendement, le logement, ça rentre aussi dans... Le rendement n'est pas très bon. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, il y a peut-être moins d'incertitude aujourd'hui sur le logement qu'il n'y en a sur le marché, par exemple, de bureaux. Alors si on enchaîne désormais sur une deuxième partie, puis je vais essayer d'aller vite pour laisser place à d'éventuelles questions. Alors, au fond, quels sont les sous-jacents qui explicitent ou qui peuvent expliciter ces éléments de marché que l'on vient de voir. Le premier, évidemment, vous l'imaginez bien, c'est les effets du e-commerce, mais plus que le e-commerce, c'est vraiment la transformation des modes de consommation auxquels on assiste aujourd'hui dans la plupart des pays que j'ai cités tout à l'heure, et notamment au sein des marchés très urbains. Vous avez ici deux graphiques qui peuvent sembler un peu anciens, mais ils sont tellement illustratifs que pour le coup, j'aime bien les commenter. Vous avez à gauche un graphique qui montre à la fois les dépenses moyennes par acheteur en ligne. Vous voyez qu'elles augmentent, c'est la courbe bleue. Et vous avez aussi la taille du panier moyen qui, lui, diminue. Et en réalité, depuis 2016, il a continué de diminuer. Donc on imagine bien que si on achète de plus en plus des paniers de plus en plus petits en termes de valeur marchande, et d'ailleurs sans doute de plus en plus petits aussi unitairement parlant, on a de fait une augmentation des flux, notamment sur les flux du dernier kilomètre, les flux de livraison, qui est évidente. Ensuite, vous avez à côté, mais je pense que tout le monde l'a bien en tête, les chiffres de croissance du e-commerce. Donc on est sur des taux de croissance qui sont supérieurs à 10%. Il était un peu moins en 2020, mais en réalité, le chiffre de 8% qu'on a souvent avancé pour la France est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque ce chiffre, il agrège en réalité l'ensemble du e-commerce, que ce soit le e-commerce de services, le e-commerce de biens. Et le e-commerce de biens, lui, a vu sa croissance augmenter de plus de 10%, pour le coup, largement plus, comme par exemple pour les acteurs de la grande distribution. Donc on est sur une dynamique qui est extrêmement forte. Le taux de pénétration du e-commerce en Chine, il est d'à peu près 40%. En Grande-Bretagne, il est d'à peu près 30%. En France, on estime qu'il est plutôt entre 10 et 15%. Ça nous donne une idée finalement du potentiel, ou en tout cas de ce qui peut quand même se passer aujourd'hui en France, avec ces taux de croissance qui continuent. Je disais que le sujet, c'était plus les modes de consommation et leur évolution que le e-commerce en tant que tel. Un petit graphique ici qui simplement illustre le fait que la circulation des biens en ville, ce n'est pas que la livraison du dernier kilomètre, c'est évidemment un sujet important, un sujet d'ailleurs qui nous est le plus sensible, parce que c'est quelque chose qu'on appréhende sans doute mieux, ce qu'on appelle d'ailleurs, vous savez, le B2C,
business to consumer, mais en réalité, vous voyez que de plus en plus se développe tout un ensemble d'autres types de circulation, de modes de circulation des biens. En réalité, le principal contributeur à la circulation des marchandises en ville, c'est ce qu'on appelle le B2B, le business to business. C'est lui qui structure aujourd'hui le plus cette circulation des biens, mais on voit en fait se diversifier aujourd'hui ces régimes avec finalement des flux qui sont de moins en moins bien encadrés et qui sont de plus en plus diffus. Donc avec une difficulté aussi à les réguler qui est évidemment de plus en plus forte. Je prends un exemple, par exemple, le consumer to consumer. C'est quelque chose qui est en train de se développer très très fort, notamment aux États-Unis. Comment vous, en tant que consommateur, vous savez pouvoir aller chercher une marchandise quelque part et la déposer chez quelqu'un d'autre parce que c'est sur votre trajet, etc. Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui aussi devant une transformation plus radicale et plus forte des modes de consommation et donc des modes de distribution des marchandises en ville. Il faut croiser évidemment cette question, je dirais, macro, avec des enjeux qui sont des enjeux territoriaux et on va le voir, des enjeux aussi de politique publique. Les enjeux territoriaux, j'enfonce sans doute une porte ouverte, mais vous le voyez ici, c'est quand même assez clair. On a une concentration évidemment des flux de marchandises, là où en réalité la ville est déjà la plus dense. On est sur des chiffres qui datent de 2016, mais on n'a malheureusement pas suffisamment de données en matière de logistique. On a donc comme je vous disais, vous voyez qu'on a une concentration des flux là où la ville est déjà la plus dense. On considère aujourd'hui que les flux marchandises plus transport à l'échelle mondiale va tripler d'ici 2050, lié notamment à l'essor du développement des villes. Donc on est sur des dynamiques qui sont des dynamiques extrêmement importantes d'augmentation de ces flux. Pareil, pour vous donner un autre chiffre, La Poste en 2020, il livrait de l'ordre de 10 millions, il faisait de l'ordre de 10 millions de tournées et livraisons par jour sur l'ensemble des aires urbaines, d'accord, à l'échelle française, pas qu'à Paris, mais sur l'ensemble des grandes villes françaises. Donc, vous voyez qu'on est sur des chiffres qui sont des chiffres extrêmement importants. Je disais qu'il fallait croiser cette approche-là avec une approche de politique publique. C'est que de fait, un certain nombre de dispositions ont d'ores et déjà été prises pour commencer à réduire les nuisances liées évidemment à la circulation des marchandises en ville. On pense souvent évidemment à la mise en place des ZFE, ces fameuses zones à faible émission en France. En réalité, le sujet il est plus général que cela. Vous voyez qu'en Europe, les interdictions de véhicules diesel et puis les zones à faible émission, voire les zones à très faible émission qui se développent, elles concernent l'ensemble des grandes villes européennes. Il y en a 231 des zones à faible émission à l'échelle de l'Europe. Donc vous voyez qu'en réalité, bon nombre de grandes villes prennent des dispositions aujourd'hui pour venir un tant soit peu réguler cette approche. Autre élément important, c'est aussi l'impact, je dirais, environnemental que revêt l'implantation des grands entrepôts. Petit aparté là-dessus, en réalité, le e-commerce a conduit au développement de ce qu'on appelle les big box. Les big box, c'est vraiment les entrepôts XXL qui font plus de 50 000 m2 et d'ailleurs qui font aujourd'hui plus de 100 000 m2. On estime que pour un e-commerçant, les besoins logistiques sont 3 fois supérieurs aux besoins logistiques d'un commerçant standard. Et donc, vous avez évidemment le développement de ces grandes boîtes. Vous avez quelques exemples. Par exemple, en France, en Ile-de-France, à Tournan-en-Brie, Conforama a un entrepôt d'à peu près 170 000 m2. On peut aussi citer un grand e-commerçant chinois qui fait construire plus de 200 000 m2 dans la banlieue de l'aéroport de Liège. Évidemment que cette problématique de construction de ces entrepôts vient heurter aujourd'hui un certain nombre de préoccupations de politique publique, comme par exemple, vous le savez peut-être, la zéro artificialisation nette, qui est un credo aujourd'hui que porte notamment le gouvernement français. Zéro artificialisation nette, zéro émission nette aussi, pour ce qui relève notamment de la mobilité. Et donc, pas plus tard que fin juillet, une charte a d'ailleurs été signée entre le gouvernement et les acteurs de l'immobilier logistique pour prendre un certain nombre de mesures contraignantes pour réduire l'empreinte carbone. Néanmoins, si on se réfère aux chiffres, il faut savoir qu'à la fois la logistique représente moins de 1% des terres imperméabilisées en France, mais qu'un autre phénomène relativement important aujourd'hui est mis en évidence, c'est ce qu'on a appelé le logistic sprawl, c'est-à-dire vraiment l'étalement logistique sur la plupart des grandes agglomérations mondiales. Les entrepôts logistiques fuient progressivement les villes, liés notamment à des problèmes de compétition sur les valeurs foncières.
Donc en réalité, le phénomène d'artificialisation des terres agricoles, il est plus large et en fait, il est lié à une dynamique qui remonte déjà à plus de 10 ans pour l'implantation de ces grands entrepôts logistiques. Par exemple. Alors, une manière de répondre à cela, c'est quoi? Sans faire l'article de la stratégie que porte Sogaris, un acteur comme la Philog, qui représente notamment les acteurs de l'immobilier d'entreprise, porte une approche relativement similaire. Une manière de raisonner, c'est de raisonner notamment en réseau, et c'est ce que font d'ailleurs un certain nombre de professionnels qui cherchent finalement à hiérarchiser leurs implantations logistiques, avec évidemment des implantations plus ou moins loin des villes, qui vont leur permettre de maximiser les mètres carrés loués, et donc de construire des petites usines finalement pour leurs propres besoins. Et puis à mesure que l'on arrive près des villes, en tout cas c'est le credo que porte véritablement Sogaris, l'enjeu est de pouvoir développer des espaces dédiés à la logistique, de telle sorte à ce que les véhicules puissent venir s'y arrêter et que puissent en repartir des véhicules plus petits, plus propres, et surtout construire une organisation des flux logistiques qui soit aujourd'hui bien plus optimale qu'elle ne l'est. Donc, pour revenir sur ce que porte aujourd'hui Sogaris, on a porté cette vision d'un schéma d'il y a 3 niveaux, où au fond, l'idée c'est qu'à 20 km de Paris, l'idéal est pouvoir développer ce qu'on a appelé des plateformes logistiques. En général, elles existent déjà. Pour nous, c'est évidemment le site de Rungis que j'évoquais en introduction. Il faut maximiser, on va y venir de toute façon, il faut maximiser l'utilisation foncière de ces grandes plateformes logistiques. Mais quand on rentre en ville, il faut réussir à mixer finalement la logistique urbaine avec d'autres fonctions urbaines, de telle sorte à construire son appropriation, à la fois par les pouvoirs publics, à la fois par les habitants. Il faut en faire une espèce de nouvelle brique urbaine, si vous voulez, de la fabrique de la ville, en développant, alors, par exemple, ce que nous appelons des hôtels logistiques, donc des bâtiments qui sont des bâtiments mixtes, dans lesquels vous allez avoir de la logistique urbaine, certes, mais aussi du commerce, pourquoi pas de l'enseignement, d'autres types de fonctions. C'est ce qu'on a notamment développé dans le 18e arrondissement de Paris, avec l'hôtel logistique de Chapelle Internationale. Et quand on va même à l'échelle de l'ultra-proximité, même sur des formats très petits, entre 1000 et 5000 m², il faut pouvoir revaloriser ce que la ville n'arrive pas toujours à développer, des sous-faces d'infrastructures, des parkings, vous en parliez tout à l'heure, et donc y implanter notamment des petites unités de logistique urbaine, mais qui sont extrêmement intéressantes pour notamment les acteurs du tout dernier kilomètre, et qui notamment permettent d'aller vers une logistique, vous le disiez en introduction, plus durable. Je me risque à quelques éléments de prospective, pour être sûr de me tromper, n'est-ce pas? Donc, en trois thématiques, en 3 axes, c'est plus évidemment pour nourrir le débat. Évidemment qu'un premier enjeu, c'est celui de la décarbonation des flux, et notamment de l'évolution de la mobilité des biens. Bon, vous avez ici quelques images qui en disent long. Alors, pour tout de suite tuer dans l'œuf le mythe du drone, on n'en est pas jusque-là, et il y a des drones qui circulent entre des entrepôts, mais il n'y a pas de drones qui circulent en ville pour livrer des colis. Néanmoins, c'est évidemment un secteur de la recherche qui intéresse beaucoup de monde, et je dirais que sans doute qu'avant les drones, on assistera à l'émergence, en tout cas c'est ce que disent un certain nombre de chercheurs, des véhicules semi-autonomes, vous savez, ces petits robots qui suivent le livreur, etc., sur lesquels beaucoup d'efforts de développement sont mis aujourd'hui. Un enjeu important, c'est la décarbonation des flottes. On croit beaucoup chez Sogaris à ce que nous appelons le mix logistique, c'est-à-dire au fait de pouvoir réussir à faire en sorte que la circulation des marchandises, elle se fasse évidemment par des modes lourds comme le fer, comme le fleuve, mais ils ne sont pas adaptés à la circulation de tout type de marchandises, loin s'en faut. Il restera évidemment une circulation par la route qui sera très importante, et donc il faut que cette circulation se fasse par des moyens les plus décarbonés et les plus propres possibles. Et évidemment que l'émergence aujourd'hui de l'électrification des flottes est quand même quelque chose d'assez structurant chez bon nombre d'acteurs de la logistique. On en parlait tout à l'heure. Vous voyez aussi un vélo cargo. C'est clairement un sujet de développement important pour aujourd'hui bon nombre d'acteurs du dernier kilomètre, parce qu'ils assurent beaucoup de fiabilité sur les temps de livraison, à défaut de pouvoir évidemment bénéficier d'un volume d'emport très important. Juste un petit graphique ici, parce qu'il est important, quand on parle notamment électrification, on va dire décarbonation des flottes. Vous voyez en réalité que la question de l'hydrogène, elle se pose aussi en termes de performance kilométrique. C'est un gros sujet aujourd'hui, vous le savez, les flottes à hydrogène. L'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'il permettra de retrouver des performances kilométriques à peu près équivalentes à ce que recouvre aujourd'hui le diesel, ce qui n'est pas le cas pour l'électrique.
tout cas pour les gros porteurs, hein, vous l'avez compris. Deuxième sujet important, deuxième sujet de perspective, immobilier et environnement, si j'ose dire, c'est comment on construit et qu'est-ce que l'on construit. Ça, c'était une projection qui avait été faite par, il n'y a pas la source, j'en suis désolé, par Cushman en 2017 sur les besoins en espace de logistique urbaine dans les grandes villes. Vous voyez que la demande était déjà réputée très haussière pour 2021. On est clairement aujourd'hui sur des chiffres qui éclatent totalement cette approche-là. Bon, c'était intéressant de voir qu'en 2017, on pensait que ce serait beaucoup et qu'en fait, on s'est complètement trompé parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus. Ça interpelle évidemment les acteurs du développement immobilier. Vous avez ici la plateforme construite pour Amazon à Brétigny-sur-Orge. C'est une plateforme à 2 niveaux. Aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment se développer, je le disais tout à l'heure, hein, c'est l'optimisation du foncier. Et l'optimisation du foncier, ça passe par quoi? Ça passe par notamment le développement d'entrepôts de plus en plus hauts pour pouvoir, sur des surfaces plus restreintes, des emprises foncières plus faibles, développer plus de mètres carrés. Ça, on va dire que c'est grand. Ça, c'est moyen grand. C'est un des derniers nés des entrepôts à 2 niveaux, hein, qui a été développé notamment à Gennevilliers, donc sur à peu près 65 000 mètres carrés. Après, vous allez voir, c'est très grand, même très très grand, si j'y arrive. Voilà, ça c'est un entrepôt qui a été développé à Hong Kong par Goodman. Donc là, on est sur 24 niveaux. Vous voyez qu'on a encore vraiment du chemin à faire. Mais néanmoins, ça dit 2 choses. Ça dit d'abord qu'on peut monter lorsqu'on est très contraint. Vous savez que les contraintes, notamment sur bon nombre de péninsules asiatiques, sont extrêmement importantes. D'où le fait que sur ce bâtiment-là, Goodman est monté très haut. Et surtout, on voit que derrière, il y a une fonctionnalité économique qui manifestement existe. Donc c'est aussi un enjeu pour tous les professionnels du sujet. Et puis, on peut aussi faire petit. Et petit, c'est aussi important. Ça, c'est le dernier né de la galaxie Sogaris. Hein. C'est un site qui fait 1000 m², qui est sous le boulevard périphérique, à la porte de Pantin. Et c'est un site qui est ultra efficace à la fois dans sa conception, parce qu'il est venu revaloriser finalement le dessous du boulevard périphérique, qui n'était pas forcément l'endroit le plus attractif de Paris, clairement. Et puis surtout, à cet endroit-là, on fait arriver des camions qui viennent éclater leurs marchandises. Et puis on fait repartir au nord de Paris et dans le sud de la Seine-Saint-Denis des colis, mais par des véhicules qui sont des véhicules propres. Et ça me permet d'ailleurs de saluer vraiment les équipes Sogaris, puisque ce projet a été primé hier au MIPIM en recevant un MIPIM Award. Ça dit aussi que la logistique urbaine aujourd'hui, elle change dans l'esprit, y compris des acteurs de l'immobilier, et que les petits formats deviennent aujourd'hui des formats acceptés. Enfin, dernier élément si j'y arrive, dernier élément de perspective et de dialogue, hein, c'est évidemment, je dirais, les enjeux de responsabilité individuelle et les enjeux de conditions de travail. Vous le savez, hein, la question aujourd'hui du dernier kilomètre, elle interfère nécessairement avec un certain nombre de questions sur les conditions de travail d'un certain nombre de ces professionnels, ce qu'on a appelé les gig workers, notamment en Grande-Bretagne. C'est aussi un enjeu important parce que ça sous-tend un certain nombre de nouveaux modèles, comme par exemple les dark stores, les dark kitchens, qui finalement ont besoin de ce mode de travail pour pouvoir construire une rentabilité. Et leur acceptation va déterminer le devenir d'un certain nombre d'entreprises pour la suite. Je disais que c'est aussi un enjeu de responsabilité individuelle, puisque aujourd'hui, il y a assez peu d'informations finalement sur la nature même de la livraison qui vous est octroyée, son empreinte carbone, sur d'où viennent les colis. Et sans doute qu'avec davantage de transparence, les choix individuels seront plus faciles à faire. Et je m'arrête là, si la slide veut bien passer. Voilà, merci à tous, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Et donc, je vous propose d'ouvrir des questions. Et peut-être, parce que c'est toujours la première qui est la plus difficile, la première, aujourd'hui, il faut combien de temps pour construire un entrepôt? Parce que par rapport à votre problématique de progression, j'imagine que dans ce monde où on veut effectivement plus artificialiser les sols, ça doit poser des problèmes. Ou vous avez encore de la réserve foncière pour quelques années? Alors, les temps de construction d'un entrepôt, le temps de construction stricto sensu, oui, c'est de l'ordre du projet, on va dire. De 18 mois. Par contre, le projet, lui, il peut prendre beaucoup plus de temps, hein, notamment lié aux autorisations environnementales. Je l'évoquais tout à l'heure.
Ça faisait d'ailleurs partie des enjeux de l'accord passé entre le gouvernement et la FILOG en juillet dernier. Je pense qu'il faut raisonnablement tabler sur 4 à 5 ans. Ouais. 4 ans si on a beaucoup de chance, et plutôt 6 ans si on n'en a vraiment pas. Ouais, donc c'est des temps longs et il faut les anticiper. C'est des temps qui sont manifestement trop longs, tout à fait. En tout cas, on sait qu'en France, on a des temps qui sont plus longs que dans les autres pays européens, comme par exemple l'Allemagne. Donc ça interroge régulièrement, finalement, à la fois l'administration et les professionnels de pourquoi on a ce décalage en France par rapport à d'autres pays. Et peut-être une deuxième question. Tout à l'heure, vous avez monté un graphique avec des couleurs sur les besoins. Et c'est vrai que le centre de Paris, qui est le moins peuplé, était le plus rouge. Du coup, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a plus que il n'y a pas que de la livraison pour des clients. Il y a aussi beaucoup de livraisons entreprises, quoi. Absolument. En fait, les livraisons entreprises, alors on avait quelques chiffres, mais bon, ils dataient de 2012, mais ils sont quand même intéressants. En 2012, on estimait que le B2B, c'était à peu près 1 million de tournées livraison par jour à Paris. Le B2C, c'était à peu près la moitié. Aujourd'hui, sans doute que ces chiffres ont totalement explosé, mais en fait, le B2B est extrêmement important dans la structuration de la mobilité des biens, et notamment à l'échelle de Paris. Donc c'est pour ça que vous voyez que Paris, c'est extrêmement rouge, parce que notamment, vous avez tous les quartiers d'affaires qui vont générer énormément de flux quotidiens. Alors comment vous allez appréhender ça avec le Paris piétonnier? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Non, mais le Paris piétonnier, il faut le mettre en relation avec le Londres piétonnier, avec le Milan piétonnier. Enfin, je veux dire, c'est globalement un enjeu aujourd'hui pour bon nombre, je le disais tout à l'heure, de grandes villes européennes, que de pacifier les cœurs d'agglomération. Une manière de répondre à ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je montrais le schéma à 3 niveaux. En tout cas, nous, c'est la conviction qu'on porte, c'est qu'il faut que les marchandises, elles puissent s'arrêter dans des endroits qui soient bien adaptés avant ces fameuses zones pacifiées. Donc il faut en réalité conjuguer la réglementation, qui est de plus en plus contraignante pour la circulation des marchandises, avec une stratégie d'implantation d'espaces dédiés à la logistique urbaine en bordure de ces zones, ou même un peu plus loin. On voit qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné là, mais clairement, en tout cas, nous, on regarde de manière extrêmement attentive les effets de la ZFE sur les logiques d'implantation des entrepôts. Parce qu'à partir de la ZFE, vous avez bon nombre d'acteurs qui vont décider de partir en véhicule électrique et qui réussiront même peut-être à faire le dernier kilomètre jusqu'au bout. Voilà. Donc, il faut conjuguer les enjeux de réglementation avec des enjeux de développement immobilier. Oui, mais ce qui veut dire qu'à Paris, est-ce que votre projet, c'est de vous implanter en bordure de la zone piétonnière, ou donc à l'intérieur de Paris, ou à l'extérieur de Paris? Il faut les deux. Il faut les deux. Comme je disais, on est sur des... vous avez un secteur de la logistique urbaine qui, en réalité, est un secteur très fragmenté. Donc, on pense toujours livraison du dernier kilomètre. Ces acteurs-là, aujourd'hui, sont des acteurs qui, je dirais, le plus possible, aiment se positionner sur les petits espaces que j'évoquais, les espaces de l'ultra-proximité. C'est vraiment des sites qui sont faits pour le dernier kilomètre, clairement. Donc, pour ces gens-là, il faut clairement développer cette infrastructure de sites en bordure des zones pacifiées. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez la grande distribution qui va avoir d'autres modes de fonctionnement. Vous avez aujourd'hui un gros sujet qui est celle du transport de matériaux, extrêmement important, qui en plus est extrêmement polluant, qui a d'autres modalités d'implantation. Un acteur avec lequel on travaille, par exemple, très bien, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain qui a revu sur bon nombre de ses filiales l'ensemble des modes de fonctionnement, de livraison pour ses propres clients. Si vous passez dans un point P, vous verrez que point P vous livre en 1h30 sur votre chantier. Voilà des besoins nouveaux, si vous voulez, que vous n'aviez pas auparavant. Il faut répondre aussi à ces acteurs-là. Donc ce n'est pas que le dernier kilomètre. Donc du coup, le réseau à 3 niveaux que je montrais, c'est un schéma qui ne doit pas se considérer comme un système de poupée russe. C'est plutôt des opportunités d'implantation qui permettent aux différents professionnels de la logistique, du transport et de la distribution de construire leur propre réseau d'implantation. D'accord ? Certains vont aimer être juste à côté des zones pacifiées, donc d'autres vont souhaiter être un peu plus loin et structurer comme ça leur chaîne logistique. Merci beaucoup. Est-ce que... je vais remettre des lunettes parce que sinon je vois pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être, ou il y en a une en tout cas. Il y a une question sur Internet qui est la suivante. En pratique, dans des ensembles immobiliers, constatez-vous que les copropriétaires sont plutôt enclins à autoriser et accepter cette activité du...
En pratique, ça se discute à chaque fois. Tout dépend de la taille du camion et à quelle heure il arrive, quoi. Ouais, non, mais il y a eu quelques articles d'ailleurs, hein, je crois la semaine dernière, sur des difficultés de cohabitation. Alors d'ailleurs, putatives en fait, hein, entre un futur projet et des copropriétaires. Clairement, il faut imaginer que l'implantation d'un site logistique peut créer un certain nombre d'angoisses légitimes sur les camions, sur le mode de fonctionnement. En réalité, ce que l'on essaie de démontrer et de porter comme message, c'est la chose suivante, c'est que quand on arrive à implanter un site de logistique urbaine, ça ne se fait jamais, je dirais, unilatéralement. Ça se fait par le biais d'une discussion entre le bailleur et le locataire. Sogaris a fait le choix, hein, déjà depuis maintenant plusieurs années, d'utiliser le bail comme un véritable outil je dirais, d'intégration, d'obligations, on va dire, non standards, mais qui répondent à un certain nombre de préoccupations. Ça peut être quoi? Ça peut être les horaires d'exploitation, l'utilisation systématique de véhicules propres en sortie, ça fait partie des enjeux qu'on porte notamment depuis 2015. Et puis, on peut imaginer comme ça un certain nombre de clauses intelligemment négociées. Mine de rien, le fait d'implanter des sites logistiques, notamment en rez-de-chaussée ou même en -1 d'un certain nombre de bâtiments, ça permet quand même de créer de l'emploi. D'accord, on estime qu'on est plutôt sur... enfin, c'est CBRE qui avait estimé que le ratio était de l'ordre de 75 emplois pour 5000 m². Donc c'est quand même non négligeable, surtout dans les grandes villes, où c'est intéressant de faire venir ce type d'emplois qui sont en général plutôt expulsés des grandes villes. On arrive à construire une activité, une animation urbaine, et on l'a vu sur le site de Pantin. Je veux dire, c'est aussi un enjeu d'intégration architecturale et urbaine. Donc, il faut discuter, il faut négocier, il faut convaincre. Ce qui est inclus dans vos 6 ans pour sortir des projets. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. Je reviens un peu sur votre question de la compression des taux. Vous avez parlé de taux à 3%, 7% avant. Moi, j'ai même connu 12-15%. Hein. À la fin des années 90, c'était ce niveau-là. Nous sommes à la Chambre des notaires où il y a beaucoup de transactions sur des immeubles haussmanniens qui existent depuis 130 ans en moyenne. Vous parlez d'entrepôts de classe A, donc de plus en plus performants. Est-ce qu'en tant que foncière, est-ce qu'il est raisonnable d'atteindre des taux de 3% avec l'obsolescence rapide des entrepôts peut-être? Non, mais c'est une question de fond qui évidemment, auquel on ne peut pas répondre de manière aussi simplement. Il me semble que l'obsolescence des entrepôts, à la fois vous avez raison, elle est réelle et d'ailleurs elle est même de plus en plus spécifique puisque vous avez aujourd'hui des entrepôts qui sont conçus de plus en plus pour être adaptés stricto sensu aux demandes du locataire, du premier locataire, avec notamment les enjeux de robotisation, les enjeux notamment d'automatisation des chaînes logistiques. Cet élément-là fait que quand ce locataire s'en va, la valeur finalement de l'entrepôt est relativement faible. En revanche, il y a quelque chose qui reste extrêmement important, c'est la valeur du foncier. D'accord ? On n'a jamais été autant, je dirais, dans l'adage de l'immobilier concernant l'emplacement et l'emplacement. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les emplacements sur lesquels ces transactions sont très importantes sont des emplacements qui, soit demain, seront toujours extrêmement intéressantes pour des actifs du dernier kilomètre. Et donc, je dirais, l'entrepôt pourra disparaître, mais on pourra redévelopper quelque chose sur cette emprise. Soit c'est des emplacements qui, de toute manière, céderont à l'étalement logistique, donc au fait que ces parcelles-là muteront vers des actifs qui sont des actifs non logistiques, et d'une certaine manière, on peut imaginer que l'investisseur s'y retrouvera. C'est le raisonnement qui a prédominé jusqu'à présent. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'avec des taux de rendement qui commencent à être inférieurs à des taux de rendement du bureau, par exemple, d'autres types d'actifs, il va falloir voir comment les choses évoluent, quoi. Voilà. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que quand même vous avez une demande qui est extrêmement forte des investisseurs et que vous avez, mine de rien, une offre qui est extrêmement contrainte en actifs disponibles à la vente. D'où cet effet clairement notable sur les taux de rendement.
Et on peut avoir une idée du pourcentage entre la classe A et la classe B en France? Ouais, je ne l'ai pas là. Non, enfin, à la louche, je sais pas, c'est du 50-50, c'est quoi? Ou le classe A est vraiment minoritaire? Je ne l'ai pas et je l'ai d'autant moins que par ailleurs chez Socaris on fonctionne très très peu sur des classes A en réalité puisque la logistique urbaine, ou si on va dire entre Notre-Dame et la 86, hein, pour reprendre on va dire notre champ d'action, c'est principalement des entrepôts qui sont déjà construits, d'accord, donc on va plutôt réhabiliter, donc ils sont jamais classe A, jamais au grand jamais, et très rarement classe B. Voilà, on peut être assez régulièrement sur du classé, donc avec des enjeux de transformation. C'est d'ailleurs un des sujets pour la logistique urbaine, c'est-à-dire que la logistique urbaine, elle change le paradigme au sens où on passe d'une approche où finalement on a standardisé au maximum l'entrepôt, de telle sorte à en faire une boîte qui soit économiquement la plus optimisée possible, à un enjeu d'implantation où finalement le futur locataire vient se loger dans un entrepôt qui vient épouser les contraintes du site. Je vous montrais le site sous le boulevard périphérique, c'est exactement ça. On a développé 1000 m², mais ça fonctionne. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est une approche qui est résolument opposée en réalité. Mais je pourrais vous donner les chiffres en rentrant au bureau si ça vous intéresse, bien sûr. J'allais vous poser une question, mais auquel vous avez déjà répondu. Est-ce qu'on ne risque pas de voir avec l'implantation des entrepôts, même ceux du premier kilomètre, certaines contraintes qui font qu'il faille penser effectivement plus à une réutilisation, réhabilitation permanente de ces sites, où finalement vous risquez un jour, sous les effets réglementaires ou de contraintes de décarbonation, de devoir être plutôt rationné dans vos choix? Parce que vous parlez de stratégie d'implantation, mais il y a quand même, entre les contraintes réglementaires, environnementales, j'imagine que vous n'avez pas une aussi grande marge de manœuvre que ça. On voyait sur votre schéma des approvisionnements par voie ferrée, par voie fluviale. Je pense que les réseaux ne vont pas s'étendre, à moins qu'il reste la route, peut-être le développement de l'hydrogène, que vous avez certainement appelé de vos voeux. Mais j'imagine que vous risquez aussi de rentrer dans une économie de contraintes et de rationalisation de vos choix, de vos possibilités d'implantation. Sauf si je me trompe. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les effets du zéro artificialisation net. C'est un effet très fort. Enfin, ça va avoir un effet très fort sur les capacités d'implantation de nouveaux entrepôts sur des terres qui sont anciennement des terres agricoles. Alors, deux effets. D'abord, vous avez un enjeu aujourd'hui d'optimisation des entrepôts déjà construits sur des sites, on va dire des sites qui peuvent être davantage, dont la localisation mérite d'être optimisée. Donc, construction à double niveau, on diminue l'entrepôt, on essaie de construire plus haut. Vous avez un deuxième effet qui est qu'aujourd'hui, bon nombre d'investisseurs préfèrent regarder du coup des entrepôts situés dans la proche périphérie des villes, parce qu'on échappe à ces problématiques-là et on vient se concentrer finalement sur un marché où les entrepôts sont déjà construits, ou en tout cas le foncier est déjà lui-même artificialisé, donc il n'y a pas ces questions-là. Et puis on le sait, on est de toute manière sur une demande qui est une demande très très forte de sites situés soit très très proches des villes, soit en première périphérie. Ça a un effet qui est aujourd'hui un effet notable comme celui-ci. Ensuite, sur la question de l'obsolescence entre guillemets programmée d'entrepôts qui sont aujourd'hui plutôt dévolus au premier kilomètre et sur ce qu'on saura en faire demain, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense que ça doit être un enjeu de préoccupation dès maintenant, ça c'est sûr. C'est un peu la même chose que les usines qu'on a pu construire dans les années 1900, dont aujourd'hui on se pose énormément de questions sur leur utilisation, des pollutions. Dans un champ, dans un horizon beaucoup plus proche de nous, vous avez aujourd'hui des travaux, notamment en Grande-Bretagne, des réflexions sur la transformation des centres commerciaux non utilisés ou sous-utilisés, liés notamment à l'émergence du e-commerce, et voir comment on arrive justement à les transformer, à les tourner vers de l'entreposage, etc. La question de la réversibilité des actifs, elle se pose aujourd'hui pour tous les actifs, et elle doit se poser aussi pour la logistique. De ce point de vue-là, c'est clair. Après, pour être aussi très honnête, les modèles économiques du développement d'un entrepôt n'autorisent pas toujours, voire même pas encore, on va le dire comme ça, l'intégration de cette réversibilité dès la conception du projet. C'est très difficile.
Merci beaucoup de Merci à ces vous. éclairages et je vous donne rendez-vous pour le prochain club immobilier qui aura lieu le 23 novembre. Absolument. Voilà, c'est affiché à l'écran. Merci à tous.